Ils sont à 6 mois de ramener en vie le mammouth. Déjà, tu as toute la partie entertainment. Imagine, on pourrait ramener des dinosaures et refaire un Jurassic Park. Si tu vois le nombre de personnes qui vont à Disney chaque année, ça serait Disney x 50. Un de nos investissements les plus tôt, c'était SpaceX. Et personne pensait que tu pouvais faire une space company qui était profitable. On peut continuer à mettre plein de panneaux solaires sur la Terre, mais à un moment, la Terre va être recouverte de panneaux solaires, alors qu'il y a des manières beaucoup plus efficaces de le faire. Donc lui, la manière dont il va le faire, c'est qu'il va essayer d'aller capturer directement l'énergie du Soleil depuis l'espace et de la ramener sur Terre. Est-ce que si je te clone toi, c'est le même Gary? Est-ce qu'il a la même conscience? Les humains qui vont devenir immortels sont déjà nés ou pas encore? Je pense qu'ils sont déjà nés, ouais. Salut à tous, cette semaine dans Crypto Coulisses, j'interviewe Maxime Bucaille, VC au sein de Draper Associates, le fonds de VC du célèbre homme d'affaires Tim Draper. On a parlé des projets les plus fous dans lesquels ils investissent, la création d'un nouveau pays pour faire des expériences de clonage sans cadre réglementaire, une start-up qui va redonner vie au mammouth et le nouveau projet du fondateur de la plateforme Robinhood qui va envoyer une loupe géante dans l'espace pour capter l'énergie solaire à grande échelle. Avant que l'épisode ne commence, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon contenu. C'est parti pour l'interview avec Maxime. Donc, si j'ai bien compris, la thèse de Draper Associates, c'est qu'en gros, vous investissez dans des projets qui ont peu de chances d'aboutir, mais si ils cartonnent, ils peuvent changer le monde, c'est ça? Ouais, la thèse plus globale un petit peu, c'est d'essayer d'ouvrir des nouvelles industries et des nouvelles frontières, donc de prendre des risques très tôt sur des industries qui n'existent pas aujourd'hui et qui ont le potentiel de créer des vrais paradigm shifts dans les années à venir. Ouais. Donc on se plante beaucoup plus souvent que la plupart des fonds. Ouais. Mais essayer d'avoir une espèce de vision du monde sur des choses qu'on se dit, c'est la plupart des gens te diraient aujourd'hui c'est complètement impossible que ça réussisse, mais quand ça réussit, ça change vraiment et ça crée des vraiment grandes boîtes. Donc si tu regardes notre portfolio, la plupart des fonds, normalement, tu gagnes de l'argent sur 30% de tes investissements. Nous, on gagne de l'argent peut-être que sur 10% de nos investissements, mais ceux qui gagnent, on espère, ou pour le moment ça réussit plutôt bien, gagnent beaucoup plus et nous permettent d'avoir des retours comparables avec les autres fonds. C'est quoi le x le plus important que vous ayez fait sur un projet? Le x c'était dans un fonds sur lequel j'étais pas, mais Tim était le premier investisseur de Tesla. Donc il a investi dans Tesla avant que Elon Musk reprenne Tesla. Ah ouais. Donc si tu veux, c'était début des années 2000. La voiture électrique, c'était impensable la voiture électrique, surtout aux États-Unis quand tu as toute l'automotive industrie qui est énorme. Ils sont venus, ils ont investi, la valorisation c'était moins de 30 millions de dollars et Tesla ça vaut 1 trilliard de dollars. Donc, et ça n'a toujours pas vendu. Lui ils vont jamais, tu rends l'argent au LP comme ça, eux ils sont contents, ils peuvent te rendre l'argent après, mais il a encore beaucoup de Tesla stock, donc en ce moment ça se passe un peu moins bien, mais bon, ça va revenir. Et vous, les grandes thèses c'est quoi? Donc c'est crypto, biotech, space tech? Ouais, je pense que ça évolue aussi au fur et à mesure des années. En ce moment, les projets sur lesquels, les industries sur lesquelles on pense que elles sont vraiment nascentes et elles vont se développer énormément, c'est robotics. Donc, on pense que les robots vont pas remplacer les humains, mais vont aider et amplifier les humains et qui vont avoir d'énormes impacts dans la médecine, dans l'industrialisation, dans la supply chain. L'homme augmenté, quoi. Exactement, l'homme augmenté. Soit aider des humains à faire beaucoup mieux leur job, soit aider directement les robots à remplacer certains jobs d'humains, mais de le faire de façon beaucoup mieux. Donc je pense par exemple, tu vois, en médecine, c'est quand même un job où il y a beaucoup de risques et c'est très manuel. Si tu arrives avec une précision robotique à faire la plupart de ces boulots, je pense que tu vas avoir plein d'opérations et plein de jobs dans la médecine qui vont être remplacés par plein de robots. Mais les humains seront toujours là pour assister, aider les robots à être là en plus. Je pense pas que ça les remplace complètement, je pense que ça nous décuple un peu nos pouvoirs. La deuxième chose, c'est la biotech. Donc on pense qu'on était dans un monde où pendant les 30 dernières années, en gros, t'es malade, on va trouver des solutions pour que tu sois plus malade. Là, aujourd'hui, récemment, on est passé de plus en plus dans la prévention. Donc comment prévoir les maladies. Et demain, ça va vraiment être capable de soit éviter qu'il y ait des maladies complètement, donc de trouver des solutions qui, dès ta naissance, avec du biohacking, faire en sorte que tu seras immune à plein de potentielles maladies qu'on connaît tous aujourd'hui. Donc, tu vois, je pense que toutes les missions qu'on a, c'est essayer de rendre le monde et l'humain mieux. Donc, si tu arrives à avoir un humain qui peut pas tomber malade, c'est dingue. Après, si tu arrives à avoir un humain qui peut vivre pendant beaucoup plus longtemps, c'est aussi bien. Et après, si tu arrives à non seulement faire en sorte que l'humain soit moins faible, donc pas malade, mais que l'humain soit supérieur. Donc, pensez à des brain-computer interface, essayer avec du biohacking d'enhance
comment on dit enhance, d'améliorer certaines de nos capacités. Si jamais ton cerveau peut être plus rapide, si jamais tu peux courir plus vite, si jamais tu peux avoir 6 doigts peut-être à la main et faire plus de choses, ça serait exceptionnel. Après, on fait beaucoup de dual use case technologie dans la défense. Donc, on pense qu'il y a un énorme marché et qu'en plus, on le voit en ce moment, non seulement avec la réindustrialisation, mais aussi le réarmement de plein de pays et que tu as des vraies opportunités. C'est un milieu qui est énorme. Les dépenses gouvernementales sont monstrueuses et ça va dans des technologies très outdated alors que tu peux faire avec... je pense que de toute façon, toutes ces technologies dans lesquelles on investit, le problème, c'est qu'il y a le gouvernement qui est quelque part qui fait les choses pas bien. Donc la thèse globale, c'est le gouvernement les fait pas bien, le secteur public, le secteur privé les fera mieux. Donc en défense et en armement, c'est énorme. En space aussi, c'est énorme. Donc la space, ça a été contrôlé par les gouvernements russes, chinois, américains. Et pareil, un de nos investissements les plus tôt, c'était SpaceX. Et personne pensait que tu pouvais faire une space company qui était profitable et qui te permettrait de compete avec des gouvernements. Et en ce moment, on voit, je pense que c'est un des plus gros marchés potentiellement dans les futures années. Aujourd'hui, il y a des applications, on a quelques boîtes qui sont impressionnantes et tu as des applications en termes de ressources, en termes de ramener de l'énergie ou des minéraux qui sont dans l'espace directement sur Terre. Qui peuvent être assez dingues. Ah ouais, j'avais jamais pensé à ça. et même, t'as plein de trucs parce que tu vois, dans l'espace, c'est le seul endroit où t'as un environnement zéro gravité. Donc, en zéro gravité, tu peux aller faire, tu vois, par exemple, on a une boîte qui permet de développer des traitements contre le cancer dans l'espace. Donc, en fait, il y a plein de virus ou de molécules qui grandissent beaucoup plus rapidement dans un environnement zéro gravité. La seule manière d'avoir du zéro gravité sur Terre, ça dure vraiment pendant 2 secondes. C'est tu prends un avion, tu montes, tu descends et tu vois ce que ça fait. Alors que dans l'espace, ça fait une sorte d'ellipse comme ça. Une sorte d'ellipse, exactement. Et pendant quelques secondes, t'as pas de gravité. Alors que si jamais t'envoies un lab de biotech dans l'espace ou un lab de manufactureur ou même il y en a qui essayent de créer de développement de minéraux, etc. dans l'espace sans zéro gravité parce que ça peut expandre beaucoup plus rapidement. Ouais. C'est assez dingue. Et après, beaucoup de crypto blockchain. On pense aussi que c'est aussi un tacle contre le gouvernement. La première thèse Bitcoin, c'est on va pas laisser le gouvernement manager notre argent, ils savent pas faire. Et je pense que tu le vois dans plein de pays qui savent pas faire. Tu as vu des monnaies qui ont des gouvernements qui ont collapsé. L'Argentine, par exemple. L'Argentine, exactement, de plein de pays en Afrique, etc. Donc comment l'humain peut reprendre contrôle au-dessus d'un des choses les plus importantes qu'on a aujourd'hui, c'est quand même notre valeur monétaire et notre argent, c'est ce qui te donne un peu de liberté. Ouais. Donc on a commencé très tôt, je pense qu'on était le premier fonds à investir en crypto. Ils ont commencé, Tim et son fils, en 2011. Donc on était dans les premiers investisseurs de Coinbase. On est un des fonds avec le plus de Bitcoin au monde. Tim il a acheté 40 000 Bitcoins entre 2012 et 2014. Jamais vendu. Donc après l'industrie a vachement changé. Il y a plein d'autres sujets super intéressants dans lesquels on investit aujourd'hui. Mais la thèse de base, c'est comment contrer l'action gouvernementale sur ta monnaie. Et voilà. Et après, on investit un peu dans tout ce qui est weird. Et on sait pas vraiment où est-ce que ça va mener, mais... On va en parler d'ailleurs. Mais donc ça peut être... c'est toujours un peu des trucs de biohacking, les trucs les plus weird. Ouais. Mais l'idée, c'est une idée où tout le monde... Si jamais on est dans un investment committee et qu'il y a un founder qui nous pitch quelque chose et on se dit tous, il est complètement fou ce gars, ça marchera jamais, on va sûrement investir. Énorme. Donc on essaie de trouver ces nouvelles thèses qui peuvent être des grandes industries dans l'avenir. Ok. Non mais on va couvrir plein de boîtes dans lesquelles vous avez investi et c'est exemple vraiment assez ouf. Donc trop hâte d'en parler. J'ai toujours été hésitant à promouvoir une plateforme d'échange crypto, mais celle qui sponsorise cet épisode, ce n'est pas une plateforme comme les autres. Il s'agit de Coinbase, la plus grande entreprise crypto cotée en bourse et qui a récemment intégré le SP500. Si vous êtes déjà client Coinbase, sachez qu'il existe l'offre Coinbase One à partir de seulement 15 € par mois qui vous permet d'avoir des frais de trading nuls, mais aussi d'autres avantages comme un meilleur rendement sur votre stacking et des récompenses sur des protocoles de finances décentralisés comme Morpho et Aerodrome. Et si vous n'avez pas encore de compte Coinbase, inscrivez-vous grâce au lien en description et effectuez un premier trade pour recevoir une récompense de bienvenue, pouvant aller jusqu'à 150 € en Bitcoin. Et c'est reparti pour l'épisode. La première peut-être, c'est Prospera. Ouais. Est-ce que je peux te donner la parole là-dessus Ouais, absolument. Donc, t'as Balaji qui était qui était le CTO de Coinbase, qui parle depuis un bon moment de cette idée de network state. Et en fait, l'idée globale, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est
très limité dans l'innovation qu'on peut faire quand tu es contraint à un gouvernement. Donc, tu vois, aux États-Unis, par exemple, il y a énormément de lois qu'on a vues sur la crypto, mais il y a aussi énormément de lois de ce que tu peux faire dans le développement de nouvelles drogues, de nouvelles médecines, comment tu dois traiter les animaux si tu veux faire du animal testing. Et même, tu vois, ça peut être la même chose sur des business purement liés à l'énergie ou comment tu peux traiter la Terre. Après, je pense qu'il faut respecter la planète et il faut respecter les normes qu'on a qui sont économiques et sociales. Mais l'idée derrière Prospera, c'est est-ce qu'on pourrait trouver un endroit où on peut créer un nouvel gouvernement où il y a très peu de limitations gouvernementales sur l'innovation que tu peux créer. Donc, c'est ce qu'on appelle les network states et il y a quelques boîtes qui font ça. Prospera, eux, ils ont levé de l'argent au début et l'idée, c'était, on va voyager à travers le monde et on va essayer de trouver un gouvernement qui va nous donner un terrain, on va lui acheter le terrain et on va créer ce nouveau pays qui sera super tech forward thinking. Et on pourra faire plein d'innovations et ramener plein d'entrepreneurs du monde entier qui ont des idées de malades. Et on vient d'investir très récemment. Ils ont levé un grand tour de à peu près 40 millions avec Coinbase et nous. Et c'est un endroit, c'est dans une île en dehors du Honduras qui s'appelle Roatan. Ils ont la moitié de l'île. Et tu as déjà 2000, 3000 personnes qui vivent là-bas. Et si tu veux, c'est un espèce de... Aujourd'hui, ça ressemble plus à un grand Club Med ou avec des infrastructures de boulot, mais tu as énormément d'investissements et d'entrepreneurs en bioscience qui vont se mettre là-bas. Parce que c'est quand même des sujets qui sont compliqués. Tu vois, par exemple, il y a plein de limitations autour du... on a investi dans une boîte récemment qui s'appelle R3 Bio qui veut faire du clone. Donc eux, par exemple, c'était des professeurs de Harvard qui étaient les premiers à avoir fait un clone d'un singe. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils ont envie de faire plein de clones de singes pour que ça soit pas des vrais singes et que tu puisses leur faire tester plein de médicaments, plein de drogues, faire des expériences sur eux pour que ça aide la race humaine aussi. Quand tu dis c'est faux singes, enfin des... c'est pas des faux, c'est des faux singes dans le sens où ils sont clonés. Ouais. Donc est-ce que si je te clone toi, c'est le même Gary, est-ce qu'il a la même conscience? Et on a une autre boîte, par exemple, où lui, son idée, c'est qu'il y a beaucoup de... Les œufs sont un gros problème aux États-Unis. Le prix des œufs, je sais pas si tu as vu, à cause de l'inflation, c'est un truc de malade, ça te coûte genre 10 balles pour acheter 10 œufs. Donc lui, ce qu'il voulait faire, c'est faire des poulets, mais leur enlever le cerveau et pouvoir modifier les poulets pour qu'ils puissent faire des œufs plus rapidement et aussi pouvoir mettre plus de poulets dans une seule cage. Parce que si tu veux avoir des œufs bien aux États-Unis, c'est un poulet par mètre carré et ils sont chouchoutés, etc. Donc l'idée derrière le clonage du singe, c'est aussi est-ce que tu peux peut-être faire un clone de singe, mais aussi lui enlever sa capacité à crier, à pleurer, sa sensitivité. C'est intéressant, c'est-à-dire vraiment retirer le cerveau et plus en mode le considérer comme une plante, c'est-à-dire un être vivant mais sans conscience. Exactement. Et donc ça se trouve les plantes ont des consciences, hein. Je veux pas commencer à teaser les haters, j'en sais rien. Donc tu vois, ça c'est un truc qui est pas... D'ailleurs, quand on investit dans ces projets, la plupart de ces projets, ils te disent on va faire aucune publicité. Mais en fait, tu as des vrais problèmes et on a eu face à ce problème en 2020 quand tu as la crise du Covid et que tu as potentiellement 1 milliard d'humains qui peuvent mourir et que tu as des limitations de testing sur des animaux où on te dit que tu as des normes qu'il faut respecter, mais que tu as besoin de trouver une solution dans les 6 mois. Et nous, aux États-Unis, ou plein de gens dans lesquels on investit, qui sont très méfiants du gouvernement parce que c'est des innovateurs et ils font pas forcément confiance à tous les processus avec lesquels le gouvernement font les choses, ils voulaient pas prendre le vaccin. Et parce que le vaccin, il n'a pas été testé sur assez de choses, pas assez bien, et ça a été roll-out super rapidement. Donc, donc lui, il veut cloner des singes, mais potentiellement plus tard, il veut cloner des humains. Et son idée, c'est de te dire, Gary, si jamais tu as ton foie ou ton poumon qui s'arrête de fonctionner, et parce qu'en fait, l'être humain, son corps, c'est une somme de tous tes organes et de tes systèmes. Et si jamais on arrive à avoir un de tes clones qu'on peut faire rapidement et te remplacer ton organe qui sera exactement le même, avec toute la même DNA que tu as, peut-être que tu pourras vivre beaucoup plus longtemps. Tu n'auras pas de problème de tes maladies et d'aller te faire des opérations. Surtout aux États-Unis, d'aller faire des genres d'opérations comme ça peut te... tu vas vendre tout ce que tu as et ça peut te mettre à la rue. Donc voilà, Prospera, c'est un endroit où ils invitent tous les gens qui veulent faire des expériences un petit peu, on peut les appeler loufoques ou comme tu veux, à venir et les faire là-bas. Et ça marche comme un gouvernement. Donc, si tu dois incorporer ta boîte là-bas, tu payes 5% de taxes. Donc, peut-être aussi un nouveau espèce de paradis fiscal à la Dubaï ou Singapour. Ok. Et voilà. C'est une sorte
terreau fertile pour vraiment innover sur ces aspects de biotech. Et d'ailleurs, pour venir sur ce sujet-là de clone, c'est-à-dire que, je pousse encore le trait plus loin, c'est-à-dire que si demain il y a un clone de moi-même sans cerveau et que finalement je suis en fin de vie et je veux continuer à vivre, on pourrait imaginer, on prend mon cerveau, on le met dans le cerveau du clone et je continue de vivre. Enfin, après, ça soulève pas mal de questions un peu métaphysiques. Ouais, t'as plusieurs approches pour que tu vives, pour que tu vives toujours. T'as deux options. C'est soit on garde ton cerveau et on remplace tes organes dans ton corps, soit on transpose ton cerveau et on le met dans un autre corps. Donc je sais pas laquelle approche avec laquelle t'es la plus à l'aise. J'avais vu aussi cette théorie, pour devenir immortel, potentiellement t'aurais ton arme, je sais rien comment on va appeler ça, dans le cloud, et que tu pourrais potentiellement être conscient dans le cloud, mais c'est-à-dire est-ce qu'on peut diviser la conscience, l'âme, ça c'est un vrai sujet. Je pense que ça tu peux presque le faire aujourd'hui en vrai. Si tu regardes plein de modèles d'AI, c'est une somme de data. Si jamais là on investit dans une boîte qui a un chip que tu as autour de toi, mais ça pourrait se faire avec une Apple Watch ou un téléphone, qui t'entend tout le temps. Et il t'entend il t'entend tout le temps, et son idée c'est de te faire avec un chip qui pourra se connecter à ton cerveau aussi et d'essayer de comprendre comment tu penses. Et tu vois, t'as Neuralink, nous on a une boîte qui s'appelle Precision Neuroscience qui aide les gens avec des maladies à comprendre leurs pensées et à faire des actions. Plein de personnes qui ont Parkinson, etc. Essayer de les soigner en mettant des chips dans leur cerveau et d'arriver à faire une connexion entre les pensées et les actions. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on va réussir à capter cette data, donc tout notre audio, toutes nos pensées, ça ne doit pas être impossible de pouvoir représenter ta conscience avec un modèle d'AI qui vit. Mais après, est-ce que tu as envie de vivre juste dans le cloud, ou est-ce que le but ultime, ça serait quand même de rester vivre sur Terre quand même? Ouais, après il y a cette notion de reproduire ce que je peux penser et vraiment ressentir des émotions et vraiment avoir une conscience humaine. C'est un sujet Comment t'appréhendes les informations et tout ça, je pense qu'on n'est pas encore là et c'est assez compliqué. Il y a des vraies questions biologiques derrière, de savoir est-ce que t'es triste, est-ce que t'es heureux en fonction de n'importe quelle phrase. Ouais. Et tu penses que les humains qui vont devenir immortels sont déjà nés ou pas encore? Je pense qu'ils sont déjà nés, ouais. Tu penses que toi et moi, on va vivre... Après, c'est comment on va vivre? Est-ce qu'on sera juste vivre dans le cloud, ou est-ce qu'on va vivre sur Terre? C'est ça la question que je pense qu'on ne sait pas. Mais je pense que notre conscience, déjà, on sera capable de l'avoir pour toujours. Ouais. Tu trouves ça flippant ou excitant? Je pense que le côté flippant, et c'est un peu le risque qu'on a, c'est que la Terre... à 7 milliards de personnes, on peut aller à 10 milliards de personnes, et c'est pour ça qu'on essaye d'être plus écologique au niveau de notre planète, ou qu'on essaye d'aller chercher des ressources sur d'autres planètes pour les ramener sur Terre, mais on a une max capacity, tu vois. Moi, je pense que très clairement, la raison pour laquelle la Chine n'a qu'un seul enfant par femme, c'est parce qu'ils savent que sur leur territoire, tu peux pas te retrouver à 3 milliards. Sinon, économiquement, ils s'en sortiraient jamais. Et donc, à la taille de la Terre, tu as le même problème. Donc, est-ce que si nous, on vit encore plus longtemps, et tu vois avec les Japonais, est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de nouvelles générations? Et c'est quand même dommage, parce que la race humaine, et ce qu'on est aujourd'hui, on n'est pas des homo... on est des homo sapiens, mais on n'est pas des homo erectus, parce qu'on a continué à évoluer. Et tu regardes même un homme il y a 2000 ans par un homme aujourd'hui. Je pense qu'on doit continuer à se reproduire, on doit continuer à avoir des nouvelles développements génétiques. Donc tu as une balance. Est-ce que si nous, on veut rester en vie, ça veut dire quoi pour les prochaines civilisations? Et ça veut dire quoi pour la Terre et ses ressources? Ou est-ce qu'on va essayer de commencer la conquête planétaire et à aller avoir les premières populations sur Mars ou sur les autres planètes? Et donc ça rentre un peu dans le sujet de le grand marché qui est Space Tech, et qui est une grande opportunité là-dessus. Ouais, tout est un peu lié. Mais ça fait penser aussi au film Bienvenue à Gattaca, où tu as un peu l'homme augmenté versus l'homme normal, tu vois. Est-ce que finalement, il n'y a pas au bout d'un moment une pression sociale de devenir augmenté, sinon tu deviens inadapté au monde? Sinon, t'es laissé derrière. Ouais. Moi, j'ai un grand-père qui est mort il y a 2 semaines, malheureusement, mais il a jamais eu de téléphone portable. Parce qu'il avait 85 ans quand le téléphone portable est sorti. Donc, tu vois, il sert plus, c'est sûr qu'on est obligé de s'adapter. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une vague technologique qui est tellement rapide, et même moi, j'aurais préféré être né 10 ans plus tard. Parce que on est très tech native, on bosse sous les dos dans l'industrie de la tech, et on est intéressé, et donc on essaye tous ces outils. Mais t'imagines mon petit frère, il a 17 ans, il est en terminale là,
il naît dans un monde où tout ce qu'il fait, c'est par exemple par l'IA. Il est beaucoup plus rapide que moi. Ouais, alors moi, au contraire, je vois ça plutôt comme une force, c'est-à-dire qu'on a connu ce monde sans Internet et le monde avec, et on était pile, tu vois, on avait à peu près 10 ans quand Internet est vraiment arrivé et a connu un peu cet engouement, et du coup, on a un peu connu les deux. Et ça permet d'avoir un peu ce discernement aussi. Enfin, je sais pas, je vois t'es plutôt capable de le voir avant, après, ouais, c'est vrai. Mais parce que toi, t'es capable et t'as la curiosité d'aller essayer tous ces outils, mais tu dois avoir plein de potes. Ouais. Sont incapables de les utiliser et donc tu es beaucoup plus efficace qu'eux. Ouais, non, c'est pas faux. Non, mais déjà incroyable là, ce premier exemple là sur le clonage. Ouais, ça pose des vraies questions éthiques, et en même temps, je pense que l'humanité fait l'expérience de sa propre humanité au fur et à mesure. Tu vois, c'est l'innovation soulève à chaque fois de nouvelles questions éthiques, mais il n'y a pas de bud ou de mauvaise manière de voir la chose. Je pense que c'est plus après coup. Enfin voilà, ça soulève plein de questions, mais je trouve ça hyper passionnant. Un deuxième exemple, tu vois, dont tu m'avais parlé avant, c'était Colossal. Est-ce que tu peux en parler? Alors je trouve ça fou aussi, parce que là on parle vraiment de ramener à la vie des mammouths, par exemple. Ouais, bah ça c'est un investissement qui était un peu dans notre catégorie what the fuck, qui est c'est un professeur à Harvard avec un businessman qui sont venus nous pitcher qu'ils avaient trouvé un moyen de faire revenir en vie des animaux disparus. Et en fait, c'est quand même un vrai problème, parce que là, on a une telle biodiversité sur Terre, et ça pourrait potentiellement arriver aux humains aussi. Tu as vu, c'était il y a très très longtemps, mais bon, ça s'est passé avec les dinosaures. Mais chaque année, tu as 2000 ou 1000 espèces qui partent et qui seront plus capables de vivre sur Terre. Et donc, son idée a été folle. On s'est dit, c'est super intéressant. Et la boîte a grandi, elle vaut aujourd'hui 10 milliards de dollars. Ah ouais. Et ils sont... bon, après, ça fait 1 an qu'ils nous disent qu'ils sont à 6 mois, mais ils sont à 6 mois de ramener en vie le mammouth, le dodo, qui sont un peu des créatures un peu mythiques qu'on entend souvent parler, donc ça fait plus du buzz aussi, etc. Comment ils font d'ailleurs, avec de l'ADN ou... Ouais, ils récupèrent de l'ADN de ces animaux, donc il y a pas mal de fossiles où il y en a des morceaux qui sont bloqués dans des morceaux de glace qui ont été conservés depuis très longtemps. Ils ont un lab, je peux pas te dire exactement comment le lab il marche. Ouais. Ils font tous ces tests, et donc ils ont quelques embryos déjà. Le problème, c'est est-ce que tu arrives de passer de embryo à naissance et après grandir, et est-ce que vivre dans l'environnement qu'on a aujourd'hui encore. Mais t'as des super bonnes applications, parce que déjà t'as toute la partie entertainment. Donc imagine, on pourrait ramener des dinosaures et refaire un Jurassic Park. Wow. Si tu vois le nombre de personnes qui vont à Disney chaque année, ça serait Disney fois 50. Ouais, ce que j'allais dire, c'est Disney, ils font faillite, quoi. Disney, ils font faillite direct. Tu vas directement là-bas plutôt que d'aller Disney là, à Paris ou à Orlando. Mais aussi, tu as des applications sur les humains, et tu as beaucoup d'applications. Ils lèvent beaucoup d'argent aussi de fonds un peu sustainable et écologiques, parce que tu as des espèces d'animaux qui disparaissent et qui sont très importants pour l'écosystème et pour la balance écologique de certains environnements. Ouais. Et tu penses que, pour aller encore plus loin, on pourrait, si on récupère l'ADN de personnes décédées, on pourrait les ramener à la vie, c'est-à-dire avec leur propre conscience ou Je pense qu'on ramènerait pas leur conscience aujourd'hui, mais je pense que ça lie dans la conversation qu'on avait avant, où si jamais... On devrait tous sauver notre conscience à la fin de notre vie. Parce qu'un jour, et peut-être c'est Colossal Bioscience, peut-être c'est une autre boîte, mais un jour, on arrivera à ramener ton corps exactement avec ton ADN. Je pense que corps et conscience sont assez séparés. Mais si jamais tu arrives à avoir la boîte qui store toute ta conscience et pouvoir ramener ton corps exactement avec tout ton ADN, exactement à quoi tu ressembles, avec le même grain de beauté ici, etc. Et après, repluguer ta conscience... c'est une des manières de vivre pour forever aussi. Ouais. Tu pourrais même ramener tes ancêtres. Ouais, c'est fou. Ça fait penser au film Idiocratie, où t'as des personnes qui se cryogénisent, je crois, je sais plus. Et après, bref, ils vivent, ils sont ressuscités à l'an 3000. Sauf que l'humanité est vraiment devenue bête, tu vois. C'est devenu les individus les plus intelligents de la société. Ah oui, parce que tout. Ah oui, j'ai vu ça. Et tu poses la question, est-ce qu'on a envie de vivre dans ce monde-là? Bon, après, ça soulève pas mal de questions, mais je trouve ça drôle. Et en même temps, par rapport à enregistrer sa propre conscience, tu vois, est-ce que c'est moins guéri, ou ce serait juste une conscience, enfin quelqu'un qui reproduit mon attitude, mais ce serait pas exactement moi, tu vois. Bon, ça soulève aussi d'autres questions. Ouais. Après, c'est une question de choses innées et choses expérience. Donc on peut réussir à te ramener l'inné avec ta version biologique, et si jamais on arrive à capturer pas mal de tes expériences à travers toute ta pensée, toutes tes mémoires, toutes tes choses, est-ce qu'on arrive à le reproduire parfaitement? Mais après, c'est sûr que, tu vois, n'importe quel humain va
même si c'est un exact clone, va pouvoir interpréter les choses différemment et il va vivre des choses différentes dans sa vie. Donc à la fin, tu n'arriveras pas à la même personne exactement. Ouais, bien sûr. Et vous avez déjà investi dans des boîtes qui font la cryogénisation? On n'a pas fait ça. Okay. On n'a pas fait encore. Je pense que tu as un problème avec la cryogénisation, c'est que tu as beaucoup de coûts pour garder les gens sous cryo et pas encore beaucoup de potentiel revenus. Ce qui est très dur dans notre boulot, et surtout quand tu investis dans ces idées un peu folles, c'est que l'argent n'est pas illimité, parce que tout le monde ne veut pas forcément investir là-dedans. Et ça coûte beaucoup d'argent, ces recherches, et avec très peu de revenus potentiels sur les premières années. Donc, il faut aussi avoir une espèce de balance de conscience business sur, est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir rester en business pendant 5 ans, ou est-ce que c'est juste une idée folle où tout l'argent va partir et on verra jamais la vision. Ouais, je suis bien. C'est-à-dire que si, en tant que client, à ton décès, tu t'as payé, je sais pas, 1 million d'euros pour être cryogénisé, en fait, la boîte fait faillite au bout de 10 ans, bon, pas génial. Pas top. Exactement. Yes. Une autre boîte dont tu m'avais parlé, c'est une boîte qui s'appelle Etherflux, je crois, et qui permet de créer, aux humains de devenir des drones, en fait, d'une certaine manière. Ça, c'est la boîte qui devient humain en sorte de drone, c'est Gravity. Ah pardon, c'est Gravity, excuse-moi. Mais Etherflux, c'est une boîte qui est aussi intéressante. C'est un des founders de Robinhood. Ouais. Donc nous, on était les premiers investisseurs de Robinhood, directement quand ils sont sortis de Stanford. Et en fait, c'est drôle parce que tu as assez ce shift sur tous ces milliardaires de la tech en Californie. Ouais. Ils s'attaquent tous à des problèmes beaucoup plus compliqués après. Moi, je suis très dans la crypto et je le vois, et je vois des PhD en physique, des étudiants les plus intelligents du monde qui font des choses que 100 personnes sur Terre peuvent faire et qui pourraient solver ou répondre à des énormes problèmes qu'on a avec l'énergie, etc. Ils se disent, moi, je vais faire de la crypto ou je vais faire de la fintech pendant 5 à 10 ans parce que c'est le seul moyen de garder énormément d'argent en 5 ans et après, je m'attaquerai à mes projets passion. Ouais. Donc ça, c'est un peu le cas. Il s'appelle Baiju. Il a fondé Robinhood. Il est sorti de Robinhood. Il a gagné, il est milliardaire de la tech américain. Et lui, il a étudié quand il était à Stanford Space Tech et physique. Okay. Et donc, il est passionné là-dessus. Et là, il vient de lancer sa nouvelle boîte. Donc, on a closé le round d'investissement. Il y avait Bill Gates, Andreessen Horowitz, tous les plus gros fonds qui sont sautés dessus. Mais comme on était ses premiers investisseurs, ils nous laissent un petit peu de place parce que quand même, faut respecter les gens qui ont parié sur toi très tôt. Et lui, son idée, c'est de se dire aujourd'hui, les panneaux solaires sur Terre, c'est bien, sauf que pour qu'un rayon de soleil arrive sur un panneau solaire par rapport à là où il a commencé, tu perds 95% de son contenant énergétique. Donc, on peut continuer à mettre plein de panneaux solaires sur la Terre, mais à un moment, la Terre va être recouverte de panneaux solaires, alors qu'il y a des manières beaucoup plus efficaces de le faire. Donc, lui, la manière dont il va le faire, c'est qu'il va essayer d'aller capturer directement l'énergie du soleil depuis l'espace et de la ramener sur Terre. Donc, c'est une idée pour le moment. Là, il va faire son premier test dans 5 mois où il va essayer d'allumer juste une maison. Mais l'idée, c'est de créer un espèce de système de loupe où tu réfractes la lumière. Donc, je sais pas si quand tu étais petit, on te montrait avec une loupe ou un morceau de verre comment brûler une feuille. Et donc, de faire exactement le même système avec un réseau de satellites qui capture la lumière, la réfracte et l'envoie pour la capter sur Terre. Genre en mode laser. En mode laser. Donc, bien sûr, il n'a pas encore figure out complètement avec les régulations parce qu'avec tous les autres satellites qui passent, les avions... comment est-ce que tu arrives à l'envoyer de manière plus efficace? Ou est-ce que peut-être que tu fais une station qui capte l'énergie, puis après tu transportes l'énergie entre-temps avec des fils plutôt que de l'envoyer directement. Mais l'idée, c'est de créer une loupe énorme. Donc là, il va faire son premier test pour juste allumer une maison, une ampoule dans une maison et dire que c'est la première maison sur Terre qui est powered directement par l'énergie du soleil. Énorme. Pour bien comprendre, c'est-à-dire que tu as une loupe qui va... entre guillemets, envoyer un faisceau, une sorte de laser d'énergie sur la maison ou exactement. T'as un capteur qui serait capable de capter cette énergie. Et après, t'as tout le câblage, etc., qui envoie l'électricité pour allumer la loupe. Donc là, c'est un tout petit rayon qui a pas de risque d'interrompre n'importe quelle activité qui se passe dans l'air ou dans l'espace. Mais il va devoir travailler beaucoup pour voir comment ça marche à scale. J'imagine que ça va coûter une fortune de développer un tel... il a mis, je crois qu'il a mis 50 millions de sa poche déjà, puis là, il a levé 50 millions de plus. C'est ça, une des grosses limitations d'aller faire de l'innovation dans l'espace, c'est que... cher, mais t'as des boîtes, t'as plein d'autres boîtes, c'est que maintenant, l'espace, c'était quand même c'était pas un racket, mais t'as que SpaceX qui te permet de monter et descendre des choses, donc aller faire des expérimentations. J'ai vu qu'il y a une boîte française maintenant, non Latitude.
Il y a une boîte qui s'appelle The Exploration Company qui va faire beaucoup de voyages. J'ai vu qu'il y a une boîte qui s'appelle, je suis pas sûr, mais qui s'appelle Latitude peut-être. Et c'est une boîte française, mais qui veut être un peu le coursier de l'espace pour envoyer des petits colis de genre 20 kilos dans l'espace à un faible coût. Ouais, bah ça serait, je la connais pas, faut que je regarde, mais ça serait super intéressant parce que je pense que maintenant que tu vas avoir plein d'ASS, tu vas avoir plein de satellites, tu vas avoir plein de stations spatiales, tu vas avoir de beaucoup en plus de choses et tu vas avoir forcément plein de transferts. Et comme ton Amazon Delivery le fait sur Terre, tu vas avoir plein de transferts entre ces stations spatiales dans l'espace. On a une autre boîte qui crée une espèce de grande station spatiale flottante qui peut rester sur Terre, tu l'envoies, c'est un petit package et ça s'expand et ça te crée une nouvelle station spatiale où tu peux faire vivre plusieurs personnes aussi, parce qu'on pense que tu vas avoir aujourd'hui t'as 100 personnes qui vivent en haut en ce moment, peut-être à des laps de temps différents. Je pense qu'on va passer à 1000, à 1 million, 10 millions assez rapidement. Donc, comment tu arrives à créer des infrastructures de personnes qui peuvent vivre là-haut. Si t'es un chercheur, je pense que c'est... Tu vois, il y a les chercheurs, ils étaient dans les labos. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont allés partir en Antarctique, au Groenland, dans des endroits qu'on ne comprenait pas bien. L'endroit qu'on connaît le moins, qui est sûrement l'espace. Et après, il y a un autre truc qui est assez intéressant. On n'a pas encore fait beaucoup d'investissements, mais il y a un autre endroit qu'on connaît pas très bien et qui a un grand marché, c'est que la Terre, c'est quand même 75% recouvert par l'océan. Et l'océan, c'est plus profond que la plus grande montagne qu'il y a sur Terre. Tu as une biodiversité, il doit y avoir plein de ressources et on n'a pas encore les technologies pour aller extraire et bien comprendre nos océans. Et ça, c'est un autre marché qui est peut-être plus facile à aborder que l'espace, sur lesquels les chercheurs se posent vachement de questions aussi en ce moment. Et tu penses que par rapport à l'espace, un jour on dira plutôt que partir au ski ou à la mer, je pars dans l'espace? Je pense, je pense qu'avec avec mes enfants, on fera peut-être un petit voyage sur la Lune ou sur Mars pendant une semaine. J'espère qu'on va baisser les coûts un petit peu pour pouvoir le faire, parce que même déjà si le ski ça coûte cher. En mode, même prix qu'un Paris-New York, tu vas dans l'espace. Même prix qu'un Paris-New York, ça serait pas mal. Énorme. Et donc tout à l'heure on parlait de Gravity, et donc là c'est pour permettre aux humains de devenir des drones. Bon, on avait vu pas mal de projets qui font ça, mais je suis allé sur le site et j'ai l'impression que ça avait l'air de plutôt bien marcher. Ça marche super bien, Ça, c'est un cas de dual use technology, parce que c'est utilisé par l'armée, mais c'est aussi utilisé par des boîtes privées. Tu vois, par exemple, t'as plein de sur les énormes conteneurs, sur les bateaux, pour aller faire des rescues, pour aller faire dans les boîtes de sécurité, dans plein de boîtes où potentiellement ils peuvent en avoir besoin. Ça te permet à un humain de te déplacer. Et la vitesse, c'est impressionnant. Après, il faut faire toute une formation. Tu peux aller faire la formation. Ils sont à un endroit en Angleterre qui s'appelle The Goodwood Estate, où tu peux aller le tester et faire ta formation pour apprendre à voler le drone. Nous, on fait notre summit, qui est notre grande réunion annuelle de Draper, tous les ans en Californie. Et le mec vient et il fait la démo devant tout le monde. Mais c'est incroyable. Le problème, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie encore. Donc, faut que le trip vaille le coup. Et que ça fait quand même un boucan. Ça fait un boucan parce que pour envoyer beaucoup de jets quand même pour pouvoir le faire. Et pour que les gens puissent se projeter, en gros c'est un peu comme un jetpack, c'est-à-dire que tu as des, je sais pas comment on peut dire, mais des réacteurs dans le dos et tu peux voler et un peu te diriger. T'as un réacteur derrière toi qui est le principal, et après t'en as sur les deux bras pour pouvoir te déplacer comme tu veux, et t'en as même derrière les jambes aussi. Et donc tu pourrais aller sauver quelqu'un en 2 secondes, aller amener un colis très important à quelqu'un en 2 secondes. Dans l'armée, ils peuvent se déplacer, envoyer des messages. Donc c'est super impressionnant. C'est fou, ou même te balader, c'est assez incroyable. Les gens le font sur l'eau, tu sais. Moi je l'ai déjà fait une fois. Mais bon, sur l'eau, t'es limité à un câble parce qu'il faut que ça prenne l'énergie de l'eau. Donc tu peux pas faire grand chose. Alors que là, complètement dans l'air, c'est assez impressionnant. Ah oui, dans l'eau, c'est quand t'as un câble relié à un jet ski par exemple. Exactement, et t'as le propulseur sur les pieds. Mais ça, c'est pour le fun. Mais il y a peut-être une application de Gravity, c'est de se dire, demain, plutôt, si tu vas au Club Med, plutôt que de faire le truc sur l'eau, ils t'apprennent aussi à faire le truc dans l'air. Bon, il y aurait peut-être plus de casse. Non, mais tu dis, en fait, potentiellement, demain, on prendra soit le métro, soit on ira quelque part à pied, ou soit avec Gravity, le jetpack, quoi. Exactement. Est-ce qu'il y a toujours eu l'idée de la voiture volante? Et on le voit à Paris, si tu veux te déplacer en voiture, ça serait pas mal de pouvoir avoir une voiture volante. Et vous regardez ça d'ailleurs, vous, les voitures volantes?
On avait regardé, mais je pense que c'est vraiment loin. Tu vois, déjà de pouvoir soulever un humain avec Gravity, on comprend un petit peu la science et les mécanismes derrière pour pouvoir soulever 4 humains et une espèce de carcasse de voiture. En tout cas, je pense que la voiture volante, elle va exister, mais elle ressemblera pas du tout à ce qu'on imagine une Toyota Camry qui vole dans l'air. Ça ressemblera pas à une voiture, principalement. Ça marche. Une autre boîte dans laquelle vous avez investi, c'est dans le domaine du nucléaire. Et je trouve ça hyper intéressant. Alors, c'est vrai que c'est une thèse dont on parle pas mal. C'est comment faire du nucléaire de façon illimitée. Ouais. Et tout le monde s'accorde à dire que ça prendrait 10, 20 ans, tu vois, en termes de recherche. Peut-être qu'avec l'IA, on pourrait faire des progrès, mais est-ce que tu veux parler de cette boîte-là? Ouais, Oklo, c'est aussi une boîte qu'on avait investie au seed, qui est publique maintenant. Ok. Et le stock performe très bien, not financial advice, mais ça vaut le coup de regarder. Et je pense que quand on avait regardé très tôt, c'est que les limitations qu'on a, et on le voit aujourd'hui aussi avec l'IA, c'est que le compute, ça vient de l'énergie. Et donc, tu as une vraie question de comment on arrive à amplifier l'énergie qu'on peut avoir. Et donc, tu as la vraie question de fusion, fission, et aussi de pouvoir faire des plaines qui soient pas contrôlées par le gouvernement, mais c'est-à-dire d'avoir des boîtes privées qui arrivent dans ce domaine et à base de différentes recherches et différentes méthodes arrivent à faire de l'énergie nucléaire à des coûts beaucoup plus restreints. Donc Oklo, c'est une boîte qui a été, Sam Altman était au board à un moment. Donc ça répond à un vrai problème qu'on a d'énergie. C'est très US focus pour le moment. Je pense que en fait, beaucoup de problèmes dans tous ces grandes questions, que ça soit domination énergétique, domination chips, domination spatiale, c'est toujours quand même lié à des gouvernements. Donc pour moi, nous on investit dans le monde entier, mais c'est très compliqué, par exemple, d'aller faire un investissement comme ça dans un pays, je sais pas, peut-être l'Italie, qui a un plus petit marché. C'est vraiment des trucs que tu peux que faire aux États-Unis, je pense, parce que t'as un marché qui est tellement plus grand par rapport au risque de la technologie que t'as, et que t'as un enjeu gouvernemental où, par exemple, Oklo, ils ont pas le droit d'aller revendre leur énergie à d'autres providers qui sont en dehors des États-Unis. Parce que les États-Unis les empêchent, les empêchent parce que il y a un enjeu en fait de souveraineté tout simplement. C'est-à-dire que si demain tu as une technologie qui permet de multiplier par 100 la création énergétique, t'as pas envie qu'elle aille dans un autre pays, t'as envie d'être souverain de cette techno. Exactement, mais je pense que on est aussi à un point où, tu vois, nous on voit pas mal d'investissements, je pense qu'on voit la plupart de ces idées qui sont dans la baie ou dans les États-Unis, mais t'as sûrement des choses qu'on ne peut même pas voir dans le secteur privé, parce que même si on pense que le secteur public sont pas efficaces, etc., il y a plein de secrets de défense. Il y a plein de projets où ils ont les meilleurs ingénieurs du monde qui bossent, que ce soit à la NASA pour l'espace ou dans des recherches, dans le centre de recherche du gouvernement, où il y a plein d'idées où ils ont déjà trouvé des choses, mais ils vont pas le commercialiser et le partager parce que tu as des problèmes de secret défense. Ouais. Et non mais complètement.